Donc, je suis Frédéric Pouget. Je viens de La Rochelle. Vous voyez mon employeur, La Rochelle Université, parce que maintenant on s'appelle La Rochelle Université, ça fait plus classe que l'Université de La Rochelle. Et puis CNRS, parce que je fais partie donc à la fois de l'université et du laboratoire qui s'appelle Littoral, Environnement et Société. Ce qui s'appelle le LIENS. Voilà. Donc, carte ancienne, effectivement, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup depuis. Ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Donc, je vais essayer de vous montrer quelques petites réalisations qu'on a pu faire depuis à peu près 2004-2010, surtout sur le littoral entre La Rochelle et Soulac, on va dire, et le Cap Ferret et Cibourg, Saint-Jean-de-Luz. On va partir aussi sur Paris, parce qu'on a fait une petite échappée sur la capitale qui nous a amené à faire des choses assez intéressantes. Donc, je voulais vous montrer ça. Je voulais partager avec vous. Et moi, c'est vraiment un plaisir de montrer tout ça parce que c'est vraiment devenu une passion. C'est devenu très addictif. J'y passe quelquefois des morceaux de week-end, on va dire, entiers, et des soirées. Donc, j'imagine que si vous êtes venu ce soir, c'est que ça doit vous attirer aussi. Donc, on va essayer de passer un bon moment autour de tout ça. Alors, pourquoi un laboratoire qui travaille sur les littoraux s'intéresse à la cartographie ancienne? Tout simplement parce que c'est dans le but d'étudier l'histoire de l'évolution de ces littoraux. C'est pour ça qu'on a commencé à mobiliser des données historiques. Donc, vous voyez ici une carte, on reverra tout à l'heure sur Brouage. Brouage, donc, on en reparlera au sud de Rochefort, avec les évolutions du trait de côte. On verra ça tout à l'heure. En fait, on mobilise pas seulement des cartes anciennes, mais de multiples informations, des plans également, des photographies aériennes. Là, ça va nous amener jusqu'aux années 1920 à peu près. Et puis, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'informations qu'on trouve dans des bibliothèques un peu partout dans le monde, des études, des récits, des témoignages, des données quantitatives, etc. Donc, pour nous, ça a été un enjeu et ça a été un besoin d'arriver à structurer cette information. Parce que bon, on n'est pas les premiers à s'intéresser à l'information historique, mais là, on est peut-être les premiers qui avons les moyens qu'on a maintenant. En fait, on est en 2020, on a la chance d'avoir des moyens formidables en termes informatiques, en termes de logiciels, en termes de stockage de données. Moi, ça fait bientôt 40 ans que je travaille dans ce domaine-là et je fais maintenant ce que je rêvais de faire il y a 20, 30 ou 40 ans que j'ai démarré à la fin des années 70 ici au lycée Eiffel à Bordeaux en tant qu'élève géomètre. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, ça nous remonte à l'époque gauloise. Vous voyez cette espèce d'installation, c'est ce qu'on appelle un site industriel de production de sel. Non, c'est pas très industriel. En fait, c'est une reconstitution. Vous voyez un foyer dessous, et puis on met des petites des pilets, je crois que ça s'appelle, je suis pas spécialiste. En fait, il y a de l'eau chargée en sel qui va être chauffée. Tout ça, c'était la méthode de production de sel de l'époque gauloise. Et ensuite, on cassait ces récipients en terre cuite pour arriver à produire le sel. Et il se trouve que quel est le lien avec la cartographie? C'est que si on localise sur une carte ces lieux de vestiges, les archéologues trouvent assez facilement des vestiges parce que quand ils cassaient les petits godets,
eh bien, il reste tous les morceaux de céramique qui sont centralisés avec des restes de foyer, etc. Donc, vous avez des personnes qui ont passé beaucoup de retraités comme Michel Favre qui ont passé une bonne partie de leur vie à localiser tous ces sites de production de sel. C'est tous les points blancs et les petites étoiles. Et on voit qu'ils sont très à l'intérieur des terres. Ça correspond en fait à la position du littoral à peu près à l'époque gallo-romaine. Donc là, c'est en fait un marqueur de littoral, de l'empreinte du littoral à cette époque. Donc ça fait partie des moyens qu'on trouve pour évidemment, il n'y avait pas de carte à l'époque gauloise, mais par contre, ce genre de choses, ça nous permet d'avoir une information qu'on peut derrière cartographier. Et donc ces points de production de sel, je les ai placés sur un fond de carte qui s'appelle un modèle numérique de terrain, une représentation du relief du terrain. J'aime bien placer ces informations historiques sur ce genre de fond cartographique parce que ça nous donne une représentation du territoire sans aucune présence humaine, sans aucun bâtiment, sans aucune forêt, sans aucune infrastructure actuelle. C'était une première chose. Je continue. Donc les cartes anciennes, en fait, on leur a attribué un rôle très important, un rôle structurant. On a maintenant un regard par rapport à ces cartes qui est différent de celui qu'on avait il y a 15 ou 20 ans. On les considère comme ce qu'on appelle un référentiel cartographique. Un référentiel, c'est un terme qui est employé actuellement dans les données géographiques numériques. Et nous, on l'a mis en place notamment autour d'un projet majeur qu'on a fait, qui s'appelle le projet Alpage. Projet Alpage, comme son nom l'indique, ça veut dire... c'est un acronyme qui est analyse, Paris, approche géomatique. En fait, c'est un projet qu'on a mené avec nos collègues de Paris, les historiens de Paris 1, sur le référentiel sur le territoire parisien. Donc l'idée, c'était de prendre un gisement cartographique phénoménal qui s'appelle les plans Vassereau. Ces plans Vassereau, ils ont été faits entre 1820 et 1840 à une échelle qui est exceptionnellement précise, très précise, c'est-à-dire ce sont des plans au 2 centièmes. 2 centièmes, 1 centimètre, ça fait 2 mètres. Donc ces plans, ils étaient aux archives nationales et on a monté un programme de recherche sous le label ANR, Agence nationale de la recherche, avec ce nom d'Alpage. Et on a donc travaillé entre 2004 et 2010 pour on dit géoréférencer tous ces plans, pour les assembler, pour les caler, mais très précisément en utilisant des informations historiques multiples pour arriver à créer un état en fait de Paris 1820-1840 qui est intéressant parce qu'il correspond à l'état de Paris avant les grands travaux haussmanniens. Et ça nous donne une proximité avec le Paris de l'époque médiévale. Alors, on va le voir tout à l'heure. Là, mon discours, c'est certes, on veut arriver à un référentiel cartographique, mais il faut pour cela que la qualité soit là. Quelle est la valeur en fait géométrique de ces cartes? Alors, si je prends 2 exemples ici, une carte de 1406 à gauche, une carte de 1579 à droite, vous voyez que là, on n'a pas du tout une géométrie cohérente. Celle-ci est non plus. Donc Bachot 1627, Chastillon 1627, etc. Tout ça, ce sont des cartes qui ont été faites avant l'apparition des méthodes mathématiques rigoureuses qui ont été apportées par une technique qui s'appelle la triangulation. La triangulation, c'est une méthode de mesure de triangle qui a été surtout mise au point par les Hollandais. En fait, c'est à partir du moment où on a eu des appareils qui nous ont permis de viser les astres, les étoiles, on a pu ensuite le décliner comme outil pour mesurer les angles. Et cette technique de triangulation, elle a donné une ouverture pour développer de nouvelles méthodes cartographiques. Et puis, notre illustre Colbert a tenté de
s'est intéressé à l'offre entre guillemets cartographique sur le territoire, et il s'est aperçu que il y avait rien de suffisamment précis. Donc, il a donné comme mission à l'Académie des sciences qu'il a créée à ce moment-là de faire une cartographie exacte le plus possible du territoire français. Donc, il a en plus mis en place l'Observatoire de Paris, le Méridien de Paris, etc. Donc, cette période, c'est la période clé. C'est la fin du XVIIe siècle, 1660-1670, le début d'un certain nombre d'actions, de déterminations, de points par des relevés astronomiques sur toute la France. Pour voir ça de manière la plus concrète, j'aime bien montrer cette carte-là, qui est la carte qui a été publiée en 1693, qu'on trouverait sous le nom de carte de l'Académie. Donc, vous voyez en rouge le résultat de tout ce travail mathématique d'observation d'un certain nombre de points répartis sur tout le territoire. Donc là, on atteint pour la première fois une représentation du territoire qui est, on va dire, à peu près fiable, ou en tout cas immensément plus fiable qu'avant. Voilà. Donc, nous qui nous intéressons aux cartes anciennes, on a ce top départ, en gros, des années 1670, on va dire 1700. Avant, ça peut être très, très fluctuant. Donc, à partir de 1700, il y a eu plusieurs travaux et on va montrer ce soir beaucoup de travaux de ce monsieur qui s'appelle Claude Masse, qui était ingénieur cartographe de Louis XIV, on va dire, qui a beaucoup travaillé sur le littoral de Charente-Maritime, jusque également sur la région du Médoc, de bassin d'Arcachon, jusque également sur le sud. On verra des cartes sur Cibourg-Saint-Jean-de-Luz également dans les Flandres. Donc quelqu'un qui avait un grand talent et puis qui a beaucoup travaillé, il a vécu très vieux. Ça, c'est une de ses réalisations sur Châtelaillon, donc au sud de La Rochelle. J'insiste d'abord sur l'échelle. 1,28 millième, c'est proche de ce que vous connaissez, la carte au 25 millième. Donc c'est quasiment c'est de la grande échelle, ce qu'on appelle de la grande échelle. Toute la France n'est pas couverte, mais là, les territoires qui sont couverts, ça nous donne une immersion. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler de voyage dans le temps, parce que là, vraiment, on y est, on voit les petites maisons en rouge. Ici, il y a une croix avec une église. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'informations. Ça, c'est des symboles de vignes. Ici, on a des cultures avec des rangs, des céréales peut-être. On voit bien les marais et puis les arbres. Hein, tout ce qui est boisé, ça, ce sont des types un peu bocage. Et puis Saint-Vivien à droite. Les dunes, la représentation des massifs dunaires excellente. Et même la partie marine avec des points de sonde, c'est-à-dire des informations sur la profondeur. Puisque ces cartes avaient une vocation d'information à but à l'origine surtout militaire. Mais ça dépasse largement ça. On va pas faire un exposé sur Claude Masse. Ça, c'était juste pour montrer l'outil qu'il utilisait, le graphomètre, qui permettait de lever ses cartes vraiment sur le terrain. Bon, petite référence également un petit peu plus tard, les cartes marines, c'est Beautemps-Beaupré. Bon, ça, je n'en parlerai d'autres. Et puis Cassini, évidemment, la première couverture de tout le territoire français un petit peu plus tard, qui a utilisé également ces techniques de triangulation. Donc, première carte qui avait également une rigueur d'un point de vue géométrique. Alors, on va parler un petit peu d'alpage de Paris. Donc, c'est 900 plans Vassereau. On les a donc géoréférencés, ça a mis 3 ans. Et ensuite,
On a créé ce qu'on appelle un système d'information géographique accessible en ligne par tout un chacun. Tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez y accéder. Il n'y a aucun mot de passe, tout est ouvert. Là, je vous montre plusieurs choses. Je vous montre les différentes enceintes enceinte des Fossés Jaunes, enceinte de Philippe Auguste, enceinte carolingienne en jaune. Différentes enceintes qui ont été positionnées extrêmement précisément avec l'aide des plus grands spécialistes, des plus grands historiens. On l'a fait quasiment maison par maison en fonction des informations qu'ils avaient en leur possession et le placement a pu être fait grâce à la localisation de ce plan au 200e sur lequel on voyait chaque maison, chaque pièce de maison du rez-de-chaussée avec les cours, les fontaines à l'intérieur, etc. Bon, ça Et une fois qu'on a eu ce référentiel, on a pu faire ce genre de choses. Ça, c'est la cartographie des métiers en 1300. En 1300, c'est une personne qui est chercheur là, au CNRS, Caroline Bourlet, qui a passé une bonne partie de sa vie à lire ces registres des collecteurs d'impôts sur 2 ans, 1299 et 1300. Elle a épluché, il y en a des dizaines de milliers. Hein. Et elle avait fait toute la saisie dans les années 80, et c'était dans une base Access. Et elle nous a dit, mon rêve, ça serait d'arriver à faire une carte avec ça. Ça a été très, très, très compliqué, mais on y est arrivé. Et maintenant, on peut se promener. Je vous montrerai tout à l'heure, si vous voulez. On a la possibilité d'avoir le métier de chaque point. Et c'est assez saisissant. Alors, je vous ai mis un petit extrait. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est les barbiers. Les barbiers, il y en a à peu près partout. C'est tous les petits points bleus. Et un outil de recherche. Vous pouvez vous amuser à ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les fileresses de soie. J'ai trouvé ça sympa, les fileresses de soie. Parce que vous avez les fileresses de laine aussi, et les fileresses d'or, il y en a beaucoup moins. Et les fileurs de soie, il y en a encore moins. Alors, les fileresses de soie, c'est assez orienté vers la rive droite. Voilà. On le parcourra peut-être tout à l'heure si on a le temps. Donc, ça s'appelle Alpage. C'est l'adresse alpage.uma-noum.fr. Accès à la plateforme cartographique et téléchargement des données. Humanum, j'en profite pour leur rendre hommage. C'est une infrastructure. On a dit qu'on avait des moyens qui n'existaient pas avant. Cette infrastructure, c'est une infrastructure qui est donnée par l'État, par le biais du CNRS, qui est basée à Lyon. Là, ils ont tous les serveurs à Lyon et ça nous permet d'accéder gratuitement à tous ces outils de stockage et de consultation de données. On a fait également un site sur la région du littoral Charente-Maritime qui est mentionné ici, sur lequel il y a des accès sur des petites répliques de ce qu'on a fait sur Paris, ici sur La Rochelle, sur l'île d'Oléron, il y en a une dizaine sur Rochefort, etc. On verra au fil de la conférence quelques exemples. Petit exemple sur Rochefort, et puis on va partir sur La Rochelle. Alors là, on est sur de la carte de Claude Masse sur La Rochelle, donc environ 1700. On voit très bien le contour des fortifications de La Rochelle. Il n'y a pas grand-chose en dehors de La Rochelle. Il y a quelques petits îlots d'urbanisation, pas mal de cultures, quelques forts, on verra pourquoi. Et vous voyez, toute la ceinture de forts, ce sont les fortifications de 1628. Alors, il faut bien comprendre, cette carte, elle date pas de 1628, elle a été faite par Claude Masse à peu près dans les années 1700, et il est remonté jusqu'en 1628, siège de La Rochelle, pour arriver à repositionner toutes ces informations liées au siège de La Rochelle. Donc, ça nous permet d'arriver à essayer d'en faire quelque chose. Alors, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc positionné notamment sur cette donnée qu'on appelle une donnée LIDAR, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui nous donne une information précise sur l'altitude. Donc là, je me localise sur La Rochelle et je cale
m'a donné dessus. Donc j'ai fait un géoréférencement, on voit que la carte elle était un petit peu tordue, je l'ai calée sur de la photographie aérienne précise, etc. en prenant des points de calage, et on voit la position des fortifications sur les points hauts, des forts, toute la ceinture de fortifications qui entoure La Rochelle. Donc on transpose une information qu'on prend sur la carte ancienne sur le territoire actuel. Et on va poursuivre. On va maintenant aller sur la photographie aérienne et je vais m'intéresser à cet endroit-là. Vous voyez, il y a une route qui était en construction là maintenant qui est ouverte il y a à peu près 1 an, et il y a 2-3 ans, pendant les travaux, ils sont tombés sur cet endroit-là. Si on veut le voir ici, je vais le montrer. Ils sont tombés là-dessus, les archéologues, en préparant le chantier, et donc nous on leur a communiqué cette information, et comme ils ignoraient totalement qu'il y avait un fort dû aux fortifications de La Rochelle. Donc ça c'est un des intérêts de ce genre de réalisation. Autre chose, là on est sur la plage des Minimes, on voit ici la digue qui fermait le port de La Rochelle, qu'on appelle la digue Richelieu, et quand on s'aperçoit qu'elle passait exactement là, donc il suffit d'aller voir sur le terrain, et pour aller voir sur le terrain, on peut prendre Street View, et on voit les vestiges de cette digue. Vous voyez ces gros blocs de pierre maçonnés qui sont exactement à l'emplacement donc du début de la digue de Richelieu. Je continue. Là, on va s'intéresser à l'évolution de l'entrée du port de La Rochelle. Donc les deux tours qui sont au milieu, le port de La Rochelle qui est en haut. Et je vais voir au fil des époques. Là, on est à 1770. 1770, on est dans l'eau. Ensuite, on passe en 1819. Il n'y a pas eu encore énormément de changements. Ça commence à s'envaser. Et là, on va avoir la création d'un terre-plein. Et petit à petit, cette partie-là se comble, et il y a création d'un bassin à flot et de la première gare de La Rochelle qui a été créée en 1865. Vous voyez sur la carte ici. Cette gare, c'est là où il y a l'aquarium actuellement, pour ceux qui connaissent. Et on voit à droite la nouvelle gare qui a été inaugurée en novembre 1922. On vient de fêter les 100 ans. La nouvelle gare qui est ici, à droite, en bas. Donc là, on peut retracer avec toutes ces cartes anciennes qui ont été calées, toute l'histoire de ce territoire, en faisant comme ça des superpositions précises dans le système d'information géographique. Au passage, une carte aussi qu'on a trouvée à la médiathèque de La Rochelle qui date de 1942, et que, en fait, on remarque que tout est en allemand, ce qui a été fait à l'époque où on parlait beaucoup allemand. On va descendre un petit peu plus au sud de La Rochelle, sur Étré. Étré, 1700. Et là, je vois Étré, 2000. En rouge, j'ai mis les bâtiments actuels. Et pourquoi je vous montre Étré? Parce que c'est une zone qui a été très touchée. Tous ces bâtiments, actuellement, ils ont tous été déconstruits. Parce qu'on voit qu'ils avaient été construits sur la dune. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la tempête Xynthia. La tempête Xynthia qui a ennoyé toute une partie du littoral d'Étré, dont tous ces bâtiments qui sont dans la rue de la Mer, je crois, qui ont tous, à l'exception d'un qui a refusé, tout a été déconstruit. Donc là, on voit le positionnement à l'origine qui était très loin des zones un petit peu dangereuses, très loin de la mer. Et ensuite, on s'est étendu et on a eu ces problèmes de submersion marine. Ça, c'est la carte d'état-major 1840. Autre exemple auquel on pense pas forcément, des études sur l'écologie
sur la persistance des boisements. Là, vous voyez, là, on est à l'est de La Rochelle, on a deux forêts dans la forêt de Benon, et j'ai mis la carte de 1700. Vous voyez que là, on a quasiment le même contour de forêt entre 1700 et l'actuel. Et ça intéresse beaucoup. Il y a des laboratoires, notamment il y a un labo à Montpellier qui est spécialisé là-dedans, qui cherche des endroits qui sont, bon, c'est pas de la forêt primaire, mais c'est des endroits où il n'y a pas eu de modifications importantes en termes de boisement forestier. Il n'y a pas eu de grands changements. J'ai vu aussi des gens en Bretagne qui cherchaient avec ces techniques-là des endroits où ils peuvent trouver des essences pour faire des boutures, pour être sûr que ce ne sont pas des plantes qui viennent de Tchéquie ou autres, qui auraient été plantées et qui ne seraient pas des essences locales. Donc il y a toute une réflexion et tout un tas des personnes qui utilisent les cartes anciennes justement pour essayer de trouver des zones qui ont été entre guillemets préservées des changements d'espèces locales. Là, on se dirige à l'est de La Rochelle, vers Surgères. Et bon, je vous ai mis ça parce que ça m'a amusé de voir que le cartographe, quand il cartographiait la route, il allait jusqu'à montrer les problèmes de circulation qu'il y avait. Quand je dis problème de circulation, pourquoi on change d'endroit? Ben parce qu'on s'embourbe. Donc il y a des endroits ça passe plus ou moins bien. Donc il y a souvent des représentations avec comme ce genre de figurés avec des doubles passages. Voilà, on arrive vers Surgères. Et ce que je voulais montrer à Surgères, c'est qu'il y a énormément de figurés de vignes. Les vignes, ce sont tous ces petits points verts. Et on a fait avec une étudiante toute la cartographie précise de toutes les vignes en s'aidant également de la carte d'état-major. Et on a calculé la surface en vigne et on est tombé sur des surfaces qui correspondent aux surfaces qui étaient celles de Surgères avant la crise du phylloxéra, qui a remplacé totalement la vigne par maintenant des céréales. Alors, on va un petit peu plus au sud, on va vers l'estuaire de la Charente. Et là, on va étudier en fait la présence humaine autour de cet estuaire, autour de l'estuaire et dans cet ancien golfe. Donc, on avait vu tout à l'heure sur ce territoire les sites de production de sel de l'époque gauloise. On peut maintenant superposer ça. On va zoomer sur ce territoire-là. Et là, on s'aperçoit en fait comment sont placés les villages. Les villages, les hameaux, ils sont sur ces espèces on appelle ça des îles. Ce sont en fait d'anciennes îles. Maintenant, elles sont juste au-dessus des marais et on comprend mieux leur organisation. Quand on regarde la carte de masse, on voit qu'ils sont abrités des vents de nord-ouest, qui sont à proximité des zones de marais. En bas parce qu'il y a des zones de package pour les animaux. Là-haut, ils ont des boisements tout autour. Enfin, il y a une alternance de marais, de zones boisées et de zones de culture avec le relief qui est déterminant dans les règles d'implantation. Voilà, là, on superpose les deux. Voilà, et puis on retrouve donc finalement tous ces villages, ils sont pas loin des anciens sites à sel. Alors on part sur Rochefort. Donc Rochefort qui est dans une boucle de la Charente assez à l'intérieur pour être un peu à l'abri des envahisseurs potentiels anglais, et qui est placé sur un point haut. Vous voyez très bien la position de Rochefort superposée au relief qui est un tout petit peu plus haut, c'est quelques mètres, c'est tout. Et on a une quantité très 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 importante de cartes sur Rochefort parce que c'était un arsenal. Et il y a eu énormément de cartographes qui ont sévi sur Rochefort. Donc là, on a un joli plan
1724. Ça, c'est probablement encore du Claude Masse. On reconnaît sa palette de couleurs. Avec le centre de Rochefort, entouré de remparts qui ont été détruits en 1925, je crois. La corderie royale, les jardins. Et puis à l'extérieur, les faubourgs avec tout de suite une alternance de culture, de jardins autour des maisons. Et puis on voit pas les moulins, mais ils sont pas loin. Donc alors on va maintenant repartir sur une autre carte toujours un petit peu plus ancienne de 1688. Et là, on y est vraiment. On est comme si on survolait l'arsenal avec un drone. Vous voyez pas très bien, on va la tourner. Hop. Vous voyez la vie de l'arsenal avec au milieu le parc au bois, à gauche les forges, les exercices de canon, un parc au boulet, avec plein de petits boulets. Je pense que je sais pas pourquoi ils stockaient les boulets comme ça. Le petit pont qu'on verra tout à l'heure, pont du parc, la place aux canons de fer qui sont rangés, la place aux ancres, les ancres sont rangées, tout est bien organisé, les magnifiques vaisseaux en bas. Ici, c'est le parc au bois, notamment pour gérer les mâts qui trempaient dans les fameuses fosses aux mâts, et puis le chantier de construction en bas. Il manque que les ouvriers, mais là, on a vraiment sensation de survoler l'arsenal. On va rester sur le même coin. Vous voyez ce petit pont là qui est en numéro 9. On va le retrouver sur différentes cartes. Là, c'est encore une autre version très faite avec énormément de soin, énormément de précision. Et alors, je vous montre ça parce que là, actuellement, on est sur le site d'une usine d'aéronautique qui construit qui fait de l'assemblage de pièces d'Airbus. Et l'usine est allée voir le service archéologique il y a une dizaine d'années, en disant nous, on voudrait créer un nouveau bâtiment. Et est-ce qu'on a le droit? Et là, c'est là qu'ils m'ont demandé de faire tout ce travail qu'on a fait avec des étudiants de géoréférencement extrêmement précis des cartes de Rochefort pour permettre aux décideurs en matière de patrimoine et d'archéologie de savoir quels étaient les endroits où il y avait potentiellement des vestiges de tous ces bâtiments qui constituaient avant l'arsenal. Donc là, c'est une autre utilisation très fréquente des cartes anciennes. On a recours à ces cartes pour avoir une information sur des secteurs dans un cas de programme d'aménagement. On va partir sur Brouage, qu'on a entrevu tout à l'heure. Là, je vous montre de la carte de Code Masse 1700 qu'il a fallu géoréférencer sur ce territoire, donc au sud de Rochefort. Et entre-temps, j'ai trouvé une nouvelle carte. Alors ça date de la semaine dernière. C'est une carte de Bartholomé. Bartholomé, c'était un des successeurs de Claude Masse. Il a quelques années de moins, mais il est travaillé au même endroit. Ingénieur du roi. Et c'est quelqu'un qui a fait 9 cartes il a travaillé un petit peu aussi en Espagne dans différents endroits. Il a fait 9 cartes entre La Rochelle et l'embouchure de la Charente et Marennes. Et elles sont encore mieux, elles sont au 14 millième ou 14 400, je sais plus. Donc c'est assez exceptionnel, je ne les ai jamais encore montrés. On les a pas encore géoréférencés. Nous avons un programme sur l'étude de l'histoire des marais salants et on n'avait pas encore trouvé ça. Là, on voit bassin par bassin tout le système des marais salants avec ce qu'on appelle les jas, c'est-à-dire les endroits où il y avait des réserves d'eau qui ensuite, on voit en bas, jas des maréchals, qui alimentaient les bassins, ensuite évaporation, etc., qui étaient la grande activité de brouage, du golfe de Brouage, et il y avait des bateaux qui venaient chercher le sel d'Angleterre, des Pays-Bas, etc. C'était un port très, très actif.
Et ce port, petit à petit, les marais ils se sont envasés en partant du fond du golfe de Brouage. Et puis, bon, ça c'est des zooms pour voir un peu le niveau d'information de ces cartes-là. Et petit à petit, on a eu le recul du trait de côte. Alors, on a essayé de le chiffrer sur ces cartes-là. Ça, c'est le trait de côte en 1700, en jaune, qu'on a placé sur une photographie aérienne de 1950. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer le tracé que nous donne le cartographe Claude Masse en 1700. La forme de ces marées, souvent on me disait, mais est-ce que c'est réel, est-ce que c'est figuratif? Et là, on voit bien, quand on superpose les marées, on voit bien que quand on prend 1950, ça colle bien. Vous voyez bien la forme des bassins, elle est très proche. Et pourquoi j'ai pris 1950? Parce qu'après 1950, il y a eu des changements en matière d'agriculture. On a effacé les marais salants, on a fait des grandes cultures, et on arrive quand même à retrouver au travers de ces parcelles culturales d'antiques formes de marais salants. Vous les voyez à droite, là, on voit un petit peu. Voilà. Donc encore une autre étude sur l'étude de l'évolution du trait de côte. On va partir à l'île d'Oléron, donc on traverse l'île, on est à la pointe de l'île d'Oléron, toujours Claude Masse 1700, et là on voit l'organisation de l'urbanisation. Les villages, ils sont pas au bord de la mer. On a Saint-Denis qui est bien en retrait, et puis d'autres petits hameaux qui sont entourés, beaucoup de vignes à cet endroit-là, beaucoup de moulins, et vous voyez que les moulins ils sont entourés de cultures, de céréales probablement. Et puis une autre activité, c'est la pêche. La pêche, on voit toutes ces formes en arc de cercle qu'on appelle des écluses à poissons, qui étaient très importantes. On a fait une étude là-dessus, on en a compté 190 sur l'île d'Oléron. On a fait la même chose sur l'île de Ré également. Donc là, on les voyait très bien sur cette représentation-là. On les voit encore sur le territoire. On descend un petit peu plus au sud, donc on voit une alternance donc des dunes, ensuite des marais, les habitants qui sont très regroupés, avec des cultures autour, et puis des moulins, énormément de moulins. Saint-Pierre, c'est un petit peu la capitale du nord de l'île d'Oléron, ou même de l'île d'Oléron. Il y a encore beaucoup de moulins sur Saint-Pierre, et de l'autre côté, les marais salants et des zones de prairies. Donc on voit en fait tout le fonctionnement à l'époque de la vie rurale plus que maritime sur l'île d'Oléron. Voilà, Saint-Pierre. Ça, c'est la même chose. Alors, maintenant, on va changer un petit peu de thématique. On va partir dans les dunes. Là, on est à l'extrême sud de l'île d'Oléron, et là, il se passe des choses. Vous voyez, il y a des grands alignements. Qu'est-ce que c'est que ces grands traits? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Non. On est dans les dunes. Vous savez comment elles ont été construites, les dunes? Elles ont été édifiées. De façon anthropique. En fait, on a créé des palissades. Et ces palissades, on les verra tout à l'heure. Donc, je laisse le suspense. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est autre chose. C'est l'état du littoral en 1700, avec des massifs dunaires qui sont très très mobiles. Ils sont tellement mobiles qu'ils ont fâcheuse tendance à envahir tous les villages et toutes les églises. Donc là, on a une tour d'église sous les sables. On est à Saint-Trojan. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on a calé la carte de masse de 1700 à l'actuelle, c'est de voir la position de cette église sous les sables, sous cette espèce d'énorme dune qui est ici sur Saint-Trojan. Voilà. Alors, je reviens sur mes constructions linéaires étranges.
Et en fait, ces constructions linéaires, on a eu l'explication, on a trouvé une carte aux archives départementales de Charente-Maritime il y a assez longtemps, une dizaine d'années, et on l'a calé et on s'est aperçu que ça calait absolument parfaitement avec le tracé de ces palissades. Alors, ces palissades, là, vous voyez, il y a écrit palissade de, je peux pas lire la date exacte, ça doit être peut-être 1896 ou 1904. En fait, toutes ces palissades, elles doivent être construites. C'était des planches de bois qui remontaient une fois que le sable avait été piégé. Donc, sous cette carte, elle existe et on a donc une persistance dans le relief, puisque l'image que je vous montrais en couleur, c'est le relief actuel. Donc les différentes générations de palissades, on les retrouve dans le paysage. Voilà. Alors, on va franchir le petit bras de mer pour aller de l'autre côté sur la Coubre. Là, on a l'embouchure de la Gironde, la Palmyre, la Coubre, et on va essayer de comprendre la création de ce territoire. Et là, c'est assez beau et assez passionnant. On va s'aider encore une fois de notre ami Claude Masse et de ce qu'il a écrit. Il a écrit embouchure de l'étang de Berrier ou Bergeuil, je ne sais pas. Donc on voit qu'il y a une embouchure et derrière il y a un étang et après, plus loin, il y a ancienne embouchure. Tiens, c'est assez énigmatique. Alors pour comprendre ça, il n'y a rien de mieux que de superposer cette carte avec le lidar. Et là, on s'aperçoit que effectivement, il y avait ce fameux étang qui donnait sur une autre ouverture plus importante à droite qui est en bleu, et on voit les dunes qui ont avancé. Il y a des auteurs qui disent que c'était, ils parlaient du sable qui était vomi. Donc, on a vraiment cette impression comme du vomi, du sable qui est venu, qui a bouché cette ancienne embouchure et qui a fermé qui était avant une ouverture à la mer. C'est comme un petit bassin d'Arcachon, ce qu'on appelle la presqu'île d'Hervers, qui a été fermé complètement par ce phénomène de mobilité du milieu dunaire. Donc on voit ici l'étang, l'ancienne embouchure et toutes les dunes. Là, on arrive à expliquer le phénomène avec à droite tout cet ancien plan d'eau. Et cet ancien plan d'eau, vous voyez, il a écrit ancien goulet par où entrait la mer. Donc on voit très bien ce qui s'est passé. La mer est venue fermer, enfin les dunes plutôt sont venues fermer cette communication. Je continue un petit peu plus bas. On voit toujours sur cette donnée lidar. Donc c'est obtenu par un laser qui est embarqué à bord d'un avion qui passe au travers des arbres, surtout parce que c'est du pain maritime, ça a une bonne capacité de pénétration. On arrive après avec des traitements en couleur d'arriver à restituer le relief actuel. Donc ce que je voulais montrer, c'est cet ancien bras de mer. On a la preuve que c'était en communication avec la mer, parce qu'on retrouve tous nos sites de production de sel qui sont tout autour de cette zone qui actuellement est un marais, qui a donc été fermée par cette invasion dunaire. Voilà. Au passage, beaucoup de vestiges qui sont signalés sur les cartes de Claude Masse, comme ici, vestiges de la ville ruinée d'Anchouane, qu'on peut retrouver ici. Voilà. Et puis dans le même esprit, la chapelle Notre-Dame de la Buse, ancienne abbaye, que l'on retrouve ici sur le lidar. On voit qu'il y a quelque chose sur la carte de Masse. On voit que sur le lidar, il y a quelque chose, puisque les pare-feux, il y en a un qui est bizarrement qui dévie. Si je regarde sur la photo aérienne, oui, en plein milieu. Il y en a dans la salle qui sont allés sur place d'ailleurs. On voit quelques pierres au sommet de la dune. En fait, c'est une église qui est encore en dessous.
Autre petite chose qu'on voit sur le lidar, bon ça c'est pas du tout de la carte ancienne, ce sont les bombardements Royan 1945. On est juste au nord là. Et évidemment sur la photo aérienne on voit rien. Je descends jusqu'à Soulac. Soulac c'est un peu la même histoire, on a le milieu d'une ère, mais là ce qui est amusant c'est que l'église elle a été déterrée. Dans les années 1800, j'ai plus la date exacte. Oui, là. Ça, c'est un trou qui a été fait pour dégager l'église qui était sous les sables, que vous voyez sur les cartes. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, voilà, église ruinée. Et l'église ruinée, on la retrouve aussi. Clogmas, là, c'était avant qu'elle soit envahie. Ensuite, elle a été envahie et puis elle a été dégagée. On voit la tâche sur la donnée lidar actuelle. Bon, ça permet comme ça, en calant toutes ces cartes, d'essayer d'arriver à bien présenter ou mieux comprendre ces évolutions-là. On va finir par Cibourg-Saint-Jean-de-Luz. Alors, là, on est encore une fois sur une carte de Masse, Claude Masse, 1707. Alors, le mur a été construit en 1707, la date de la carte, je l'ai plus exactement en tête. Le littoral, c'est la plage de Saint-Jean-de-Luz, en fait. Il y a un mur, vous voyez en rouge là. Il y a un mur parce que ils ont quand même des problèmes d'agressivité du littoral, on va dire, de la mer. Et puis ici, il y a un couvent. Le jardin, le cloître, c'est le couvent des Ursulines. Regardez ce qui va lui arriver. Il y a une grande tempête qui arrive en 1782. D'abord, en 1749, il y a le mur qui casse. Celui-ci croulant en 1749, libérant la furie des flots. 7 maisons furent englouties, 80 autres ravagées. Et en 1782, terrible ouragan qui a détruit le couvent des Ursulines. Et le couvent des Ursulines, eh ben, il était là. On l'avait tout à l'heure. Donc là, sur cette carte-là, on voit notamment, enfin, non seulement on voit où était le couvent, mais en plus, ils nous l'ont tracé en pointillé. On voit les vestiges du mur. Et puis, on avance encore un petit peu dans le temps. On voit qu'il y a de moins en moins de vestiges du mur. Et puis, on va à l'actuel, où là, en fait, le couvent des Ursulines, il est sous l'eau. Voilà, je vous le refais. Donc, on remonte ici, 1707. On fait un mur pour se protéger. Ça casse. Et puis ensuite, derrière, on refait un mur, mais plus loin. Voilà, Cap Ferré, bon, rien d'extraordinaire sur Cap Ferré, c'est simplement carte de un autre illustre cartographe qui a beaucoup sévi dans la région, c'est Bellem. 1785, on voit que la pointe du Cap Ferré est au niveau d'Arcachon. Et puis ensuite, elle ne fait qu'aller vers le sud. Là, on est 1800 état-major, donc c'est difficile à dater. État-major, c'est entre 1820 et 1860. Ensuite, je voulais juste vous montrer ces deux-là. Et puis l'actuel. On va montrer la mobilité. Voilà, on va terminer par Paris. Donc nos plans Vassereau 200e, les différentes enceintes avec la légende ici. Enceinte des fermiers généraux, etc. Enceinte romaine carolingienne. Et puis après, il y a des tas d'informations. Ça, c'est par exemple focus sur les artisans du livre en 1300, les artisans du livre en 1571, les métiers en 1300, les maçons avec Guillaume Boutevillain, métier maçon. Donc on a leur nom. Leur position, c'était les collecteurs de taille d'impôts qui notaient les noms des gens, combien également ils payaient. Et puis, j'ai plus le nombre exact, mais il y en a un très grand nombre avec un très grand nombre de métiers. Ça, c'est les merciers. Il y a beaucoup de gens qui étudient ça, la localisation des métiers. Les cordonniers, un petit peu partout, évidemment.
Les poissonniers, alors poissonniers, c'est intéressant ça, parce que c'est localisé sur le nord, parce que les chemins de poissons qui arrivaient certainement beaucoup de la Normandie et du nord de la France, et puis au niveau du port sur la Seine. Poissonnier. Voilà. Donc pour conclure, pour l'utilisation des cartes anciennes pour la recherche, bon, le premier point, c'est tout ce qui est évolution du territoire, que ce soit l'évolution du littoral ou autre. Ensuite, compréhension de la construction de ce territoire, on l'a vu sur les exemples des dunes, des palissades, sur les évolutions géomorphologiques, là sur la Palmyre, la Coubre. Étude aussi sur l'adaptation de l'homme à son environnement, ça c'était illustré sur l'île d'Oléron. Les aménagements, hein, très importants, projets d'aménagement actuels pour essayer de ne pas abîmer des vestiges archéologiques et essayer également de garder une trace du passé, connaître le passé. C'est intéressant, dans certains projets d'aménagement, on va garder des axes parce qu'ils correspondent à une ancienne structure localement importante, dater des zones boisées, et puis après, tout ce qui est constitution de référentiels historiques qui permet de positionner très précisément d'autres informations comme on vient de l'illustrer sur Paris. Donc voilà, je voulais remercier un petit peu tout ce monde-là, Claude Masse, Humanum pour toute l'infrastructure, IGN parce qu'il y a quand même pas mal de données qui sont IGN, notamment les états-majors, GLOUGIS pour le géoréférencement, Alpage sur Paris, Liens Littoral, Géolito, Service historique de la Défense, Médiathèque de La Rochelle aussi, il y a beaucoup de cartes qui viennent de La Rochelle, et puis Bibliothèque de Bordeaux pour l'invitation aujourd'hui. Voilà, merci.